À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. Empaqueté. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Bienvenue dans cet épisode spécial crossover entre Moi-même en français et French Expat. Un épisode que vous allez découvrir à deux voix. D'un côté, il y a Alice Manceau, qui est coach de français et créatrice du podcast Moi-même en français. Un podcast et une personne d'ailleurs qui aide les non-francophones à se sentir pleinement eux-mêmes en français. Je suis sûre que même si la plupart des auditeurs de French Expat parlent français, qu'en vivant à l'étranger, vous avez déjà expérimenté ça, de vous dire j'ai l'impression que je suis vachement plus drôle dans ma langue maternelle, j'ai l'impression que je peux faire beaucoup plus de choses dans ma langue maternelle. Et ben c'est exactement ce que Alice propose, comprendre les subtilités, s'exprimer avec confiance et naviguer cette langue qui est parfois un peu capricieuse, qui est pleine d'exceptions. Alors bienvenue Alice. Merci beaucoup Anne-Fleur. Et merci pour cet épisode à deux voix. Effectivement, moi je sais que ça va être pour mes auditeuristes l'occasion d'écouter deux natives qui parlent à toute vitesse. Enfin bon, on va peut-être essayer. Ouais, je parle vite, je suis désolée. Ouais, mais c'est ça la vraie vie, donc voilà, il faut s'habituer aussi à ça. Donc ça va être un épisode vraiment sympa pour écouter du français authentique, comme j'aime bien le faire dans mon podcast, et écouter des parcours d'expatriés. Toi, ton podcast, justement, tend le micro à des expats, principalement en Amérique du Nord, j'ai envie de dire, j'ai cette impression. Récemment, cette impression-là. Absolument. Et ben écoute, c'est parti aujourd'hui. Donc du coup, on fusionne nos univers pour parler de la langue, pour parler de l'immersion, de l'adaptation. Et puis surtout, on vous a préparé quelques anecdotes croustillantes. Forcément, parce que quand on vit dans un pays étranger, quand on n'est pas dans sa culture, pas dans sa langue, il nous arrive toujours un peu des bricoles, comme on dit en français. Il nous arrive des petits trucs, des anecdotes rigolotes ou pas. Mais encore une fois, c'est la vraie vie et on fait avec. Je sais que nos auditeuristes nous comprennent. Exactement. Et puis c'est vrai qu'en fait, il y a un vrai truc, quoi. C'est apprendre une langue. C'est pas juste apprendre du vocabulaire ou des expressions, des idiomes. C'est aussi trouver les clés pour déchiffrer un nouveau monde. Que ce soit, du coup, pour moi, les Français qui sont partis à l'étranger, mais pour les gens aussi qui s'installent en France, c'est quand même quelque chose qui nous rassemble tous. On cherche à comprendre ce nouvel environnement et pour ça, on passe aussi un peu au-delà de la langue. Oui, effectivement, la langue est une clé pour rentrer en communication avec les autres, comprendre une culture, etc. Mais justement, c'est un peu l'image de toute la complexité, c'est que parfois, ça nous résiste un petit peu et la culture nous résiste un peu. On ne sait pas toujours comment se l'approprier. Et on est contente d'avoir des alliés dans cette tâche pour comprendre la culture derrière la langue et les références culturelles. Je sais qu'on va beaucoup en parler toutes les deux aujourd'hui. Alice, toi, aujourd'hui, tu nous parles depuis Valence, en Espagne. Tu veux nous dire 2-3 mots peut-être sur comment est-ce que tu es arrivée en Espagne ? Oui. Alors, c'est un chemin qui a commencé il y a un petit moment, même si je suis arrivée à Valencia, à Valence, il y a bientôt 5 ans. Cet été, ça fera 5 ans. Mais en fait, je connaissais déjà Valence parce que mon compagnon est valencien et donc on vivait tous les deux en France. On s'est rencontrés en France. Notre langue commune, c'est le français parce que à l'origine, moi, je parlais pas espagnol et c'était lui qui était expatrié, immigré en France en tant qu'espagnol. Et voilà. Donc moi, je connaissais Valence avant. Par les vacances, principalement, les vacances l'été, le nouvel an. Pour lui, c'était le fait de retrouver sa famille, ses amis. Donc moi j'ai commencé à connaître Valence et la culture espagnole en étant... Avant d'y vivre, quoi. Exactement, en étant en France, depuis la France, mais en ayant un contact régulier avec la culture, le pays, les gens et la langue, petit à petit, quoi.
Et justement, en fait, tu dis votre langue de cœur, votre langue de couple, initialement, c'était le français. Quand on échangeait un petit peu en préparant cet épisode, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à la base, tu avais une grande préférence pour l'italien. Alors, comment est-ce que tu as appris l'espagnol? Donc, c'est uniquement par amour et par nécessité pour connecter avec sa famille? Ouais, clairement, effectivement, c'est pour connecter, avec la famille. Aussi par curiosité quand même si j'avais pas besoin de l'espagnol pour vivre au quotidien, avec lui, bah, voilà, quand on rencontre, quelqu'un, bah, on a envie de comprendre un petit peu, ses origines. En tout cas, moi, c'était mon cas, comprendre un petit peu mieux d'où il venait et c'est vrai que, j'avais appris l'italien, je parlais, italien et anglais et j'avais pas trop été en contact avec l'Espagne et la culture espagnole. Honnêtement, ça m'intéressait pas beaucoup. Voilà. Bon, je lui ai déjà dit Bah, donc c'est bien, c'est dit. voilà. Donc je sais pas un grand scoop. Mais c'est vrai, bah, c'est très particulier, pour moi. C'était un peu, «Ah bah, OK, bah, pourquoi pas espagnol, OK». Mais c'est vrai qu'il y avait plus, j'aimais mieux, l'italien. Pour moi, c'est et d'ailleurs, c'est toujours un peu ma langue un peu de cœur. C'est une langue que j'aime beaucoup, qui me fait vibrer. Mais peut-être aussi que c'est pour ça que, apprendre l'espagnol, ça a été peut-être un petit peu plus facile parce que j'avais l'italien comme base et aussi parce que j'avais pas beaucoup de pression. C'était pas une langue qui me faisait rêver ni rien. L'objectif, c'était de communiquer et comme tu disais tout à l'heure, de rencontrer ma belle famille, de rencontrer les amis, de mon compagnon et cetera. Donc, voilà. Et pour toi, donc, on est un peu, toutes les 2, on a alors je sais pas si tu as appris l'anglais, pour ton compagnon, mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, c'est si j'ai bien compris, Ah, moi, je partais de c'est loin, hein. Géographiquement et honnêtement, en termes de langue, c'était assez dramatique. Moi, je suis arrivée aux États-Unis en 2007, initialement sans aucun projet d'expatriation. Enfin, tu vois, je venais faire un stage de 6 mois aux États-Unis et j'avais 21 ans et j'avais réussi, bon an, mal an, à me débrouiller, si tu veux, en anglais pendant toute ma scolarité, mais je parlais pas anglais, quoi. Enfin, c'était dramatique. Je comprenais rien. C'était ma petite sœur qui avait 15 ans à l'époque qui faisait mes devoirs, tu sais, à la fac. Je la forçais pas, hein, ça lui faisait plaisir. Mais j'étais vraiment nulle, quoi. Et je me souviens de beaucoup de moments de solitude, et notamment, tu vois, quand je suis arrivée à l'aéroport, j'allais faire mon stage à Buffalo, donc dans le nord-ouest de l'État de New York. Et en arrivant, donc j'avais une escale à l'aéroport, un des aéroports de New York, mais une longue escale, genre, je sais pas, 6-7 heures, un truc comme ça. Donc bref, le temps est long, je me pose au comptoir d'un bar, je vais pour prendre un verre, et on me parlait, je comprenais pas grand-chose. Je dis, oh bah, faites-moi un cocktail comme... Enfin, je pense que les gens même comprenaient rien de ce que je disais. Moi, je comprenais rien de ce qu'ils me disaient. Au final, en fait, on m'a servi des cocktails très forts et je me suis rendu compte qu'en fait, avec le recul, c'était complètement la faute de ce que moi j'avais essayé de leur communiquer. J'ai essayé de parler en me détendant. Il y avait la fatigue, il y avait du coup un peu d'alcool fort, hein, faut être honnête. un peu d'alcool, il paraît que ça aide bien, hein, quand même, tout le monde Mais le c'est dit, en vrai, fait, à se ça m'a décoincer. détendue. J'ai commencé un peu à parler avec des gens dans le bar et ils ont dû me prendre un peu pour une timbrée, quoi. Mais ouais, non, ça a été un apprentissage un peu difficile et du coup, si il y avait un vrai sujet il faut que j'apprenne l'anglais, quoi. Je vis maintenant aux États-Unis, il faut que j'apprenne l'anglais. Mais tu vois, je commençais un stage. Je me souviens de mon prof, enfin, mon maître de stage qui m'expliquait plein de choses. Je notais tout, mais je comprenais pas grand-chose de ce qui se passait. Et en fait, moi, un truc qui m'a vachement aidée, ça peut paraître bête. Alors, c'est à l'époque, Netflix, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Netflix, c'était un service de location de DVD que tu recevais dans ta boîte aux lettres quand tu étais aux États-Unis. Tu pouvais les louer pour quelques semaines. Et donc, on regardait un peu de trucs sur Netflix, on regardait sinon des séries à la télé. Et je mettais toujours les sous-titres en anglais. En fait, pour pouvoir lire, parce que je trouvais que l'anglais, c'était difficile. Il y a savoir le lire et il y a savoir l'entendre, en fait. Ou
je parle même pas des accents, mais ça va vite, tu vois. T'as une certaine musicalité dans les phrases et tout, et je ne comprenais rien. Et donc le fait que ce soit écrit, ça m'aidait à m'accrocher vraiment, parce qu'à l'époque, t'avais pas l'option de mettre les sous-titres en français, et c'était très bien. Finalement, ça m'a vachement aidé. Puis un jour, au bout de quelques mois, où je regardais Doctor House, tu vois. C'est la série qui m'a aidé à apprendre l'anglais. Et j'étais avec mon copain de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari. Et à la fin, il me dit, bah alors, t'as remarqué quelque chose? Puis je dis, bah je sais pas, enfin genre l'épisode était cool quoi. Enfin, je sais pas, de quoi tu veux parler quoi? Et il me dit, bah il y avait pas les sous-titres. Oh, et je me dis, mince, j'ai compris l'épisode. Waouh! Mais c'est Je énorme me suis dit, ça. c'était le jour d'Halloween. Donc, tu vois, ça m'a pris. Après, j'étais vraiment en immersion. Tu vois, je connaissais des Français, mais on était tout le temps avec des Américains. Donc, on était obligé de parler beaucoup anglais. Je suis arrivée fin juillet et fin octobre. Donc, ça m'a pris 3 bons mois. Ça ne veut pas dire que j'étais bilingue, mais mon oreille s'était vachement faite. Et ça m'a vachement aidé pour la compréhension, quoi. Ouais, et puis c'est une belle victoire Grave. quand même. Ah, j'étais fière. C'est un petit moment à célébrer. Enfin voilà, tu peux être fière quoi à ce moment-là. Tu te dis, ah, j'ai vraiment réussi un truc que tu n'avais même pas pris conscience qu'il n'y avait pas Ouais, les non, j'étais sous-titres, quoi. grande fierté. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et il y a un vrai sujet aussi, je trouve, quand tu vis à l'étranger, quand tu apprends cette langue, tu as une certaine humilité finalement vis-à-vis de ce que toi t'apprends, ce que tu découvres. Et puis tu commences, je sais pas si ça t'est arrivé du coup, à voir ta propre culture un peu différemment. En fait, tu prends un certain recul sur d'où tu viens. C'est un truc qui t'est arrivé aussi? Oui. Ça m'est arrivé, je crois, juste du fait d'être en couple avec un étranger. Un local du coup, ou ça t'a fait prendre le recul avant de partir? Avant de partir. C'est-à-dire que le fait, je suis restée autant de temps en couple avec lui en France qu'aujourd'hui en Espagne. Donc, en fait, il y a vraiment eu toute une période où on était tous les deux en France, mais simplement, bah, le fait de côtoyer, de fréquenter une personne qui vient d'une autre culture, bah, ça décentre beaucoup. Bah là, ouais, moi, je me souviens de moments d'incompréhension totale au début, par exemple, sur les heures de repas. Ah bah oui, avec l'Espagne, c'est vachement décalé. C'est marrant, pour des pays si voisins, en fait, le rythme quotidien peut être vachement différent. Oui, complètement. Après, c'est vrai qu'en Espagne, en plus, ils ont un sentiment que c'est pas qu'ils sont pas européens, mais en fait, pour parler du reste de l'Europe, ils parlent des Européens et des Européennes. Ils s'incluent pas ils dans le s'incluent fait pas dedans, d'être. quoi. Ouais. Ah, c'est marrant. D'accord. Donc, il y a une spécificité de l'Espagne autour des heures et du rythme. C'est vrai que c'est un peu les seuls en Europe à le faire. Et donc, il y a un peu ce décalage quelque part. Et c'est vrai que le fait voilà, de se rendre compte que réserver à 21h le restaurant en France, bah, pour moi, c'était tard. Et lui, en fait, il me dit, mais je suis jamais allée au restaurant aussi tôt de ma vie, quoi. Attends, mais c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, j'étais en France là en décembre pour les vacances de Noël. Et aux États-Unis, c'est encore plus tôt qu'en France en fait. Aux États-Unis, moi au début, avant d'avoir un enfant, je résistais vachement. J'étais, attends, mais même mes grands-parents mangent pas aussitôt, quoi. Tu es ici, c'est 5h30, 6h le soir, le dîner. Et du coup, on cherchait des restos. On s'est fait quelques jours juste tous les trois, mon mari, mon fils et moi, dans les Alpes. Et tu sais, genre fatigué les premiers jours, décalage horaire et tout. Tu fais, vas-y, on va manger pas trop tard, quoi. Parce que... Et en fait, tu te pointes à 6h, les restos sont fermés, quoi. Et les gens, des fois, avaient pitié de nous parce que c'était en plein hiver, il faisait froid. Alors, ils disent, bah, si vous voulez rentrer, la cuisine n'est pas ouverte, mais on vous sert un verre en attendant et tout. Mais c'est dingue, en fait, le décalage avec mon propre pays. En fait, je suis plus du tout habituée à ça. C'est incroyable, hein? Ouais, non, c'est assez fascinant comme nos repères peuvent changer, en fait. Et on a grandi avec certains repères. Enfin, moi, je viens d'une famille assez franco-française, mes deux parents sont français, même si on a des origines d'un peu partout en Europe, comme beaucoup de monde en France. Mais voilà, bon, il y avait pas... donc, on a toujours eu de la curiosité pour d'autres cultures, etc. Mais ouais, on a des habitudes, des repères. Et effectivement, le fait d'aller dans un autre pays ou de rencontrer d'autres gens avec qui on veut construire quelque chose,
forcément, ça nous fait changer nos repères. Faire un pas de Et côté. ouais, complètement, quoi. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a des moments comme ça où on bascule complètement de l'autre côté. Et moi, ça On s'en rend pas m'arrive compte. dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis assez incapable de manger avant 21h, alors qu'il y a encore 5 ans, je t'aurais dit, mais jamais de la vie. Moi, j'ai faim, je veux manger. Mais complètement, mais complètement. Et justement, ce décalage par rapport à la bouffe, au repas, qui est quand même une partie hyper importante de la culture latine, enfin française en Espagne aussi. Aux États-Unis, pas tant que ça, c'est plus un aspect pratique. On mange parce qu'il faut manger, mais c'est pas grave si on mange sur un coin de table, c'est pas grave si on mange tout seul. Enfin, les gens, c'est pas la même relation à tout ça. Mais tu vois, pour te dire, avant, j'habitais à Boston, sur la côte Est, donc il y avait 6 heures de décalage avec la France. Et ben, ça m'arrivait de faire des FaceTime et de dîner en même temps que mon père. Genre, lui, il mangeait à 22h. Bon, peut-être pas, du coup, peut-être 23h. Et moi, il était 5h et je préparais le dîner pour mon fils et tout. Et j'étais, mais papa, c'est quand même complètement dingue, quoi, ce décalage. On n'est pas sur le même fuseau horaire et en fait, on mange le même repas au même moment. Ça paraît un peu lunaire, quoi. Ouais, mais je trouve ça vachement bien, puisque tu dis d'exprimer, de verbaliser avec sa famille que finalement, on vit un peu sur des planètes un peu différentes aussi. Et je pense que c'est important de l'exprimer. Et on en prend conscience nous-mêmes. Et puis après, c'est aussi un peu un travail des fois à faire avec sa propre famille pour expliquer que ouais, on évolue. Et le fait de vivre dans un autre pays, ça fait qu'on a petit à petit changé nos habitudes. On adopte certains codes, bien sûr. Mais on a aussi, du coup, changé notre façon d'être quelque part, quoi. Donc, Sans pour autant s'oublier. Oui. Ouais, non, complètement. Est-ce que tu veux me parler du verbe? Alors moi, j'ai jamais fait d'espagnol de ma vie. Temer. Oui. Alors, grande. Ça veut dire quoi d'abord? Bon, donc le verbe temer en espagnol. Ah, temer, ok. Ouais. c'est craindre. Ok. Et en fait, à la rigueur, c'est pas tant ça qui est important, c'est cette anecdote que j'ai vécue moi quand je rendais visite à ma famille, ma belle famille, en Espagne. Et donc, je maîtrisais pas encore complètement l'espagnol. Il y avait vraiment des choses qui m'échappaient parce que j'ai pas appris l'espagnol de manière académique, en allant prendre des cours, etc. Donc, je l'apprenais un peu sur le tas. Et justement, je me servais, entre guillemets, de ma belle famille pour apprendre, pour pratiquer surtout, etc. Et vraiment, mais un grand merci à ma belle famille qui a supporté. Pour leur patience. Ouais, exactement, qui m'a beaucoup aidée. Et donc, je me suis appuyée sur ma belle famille. Et en fait, un jour, je demande justement pourquoi on fait la différence quand on veut conjuguer à l'imparfait, ce fameux verbe temer, qui va faire temia et qui allait pas se conjuguer en temaba. Donc pour les hispanophones qui nous écoutent, ça vous paraîtrait logique, mais je vous invite à réfléchir. Est-ce que vous connaissez la règle en espagnol? Moi, je peux pas vous aider. Hein. Voilà. Allemand LV1. Ah ouais, d'accord, quoi. Et surtout, peut-être même qu'en français, si je te demandais d'expliquer une règle en français, Ah ouais, mais c'est super une dur. règle de grammaire, une règle de conjugaison, c'est pas si évident que ça. Quand on n'en a pas fait son métier, en fait. Mon mari me pose des questions, des fois, il me fait, mais pourquoi, je sais pas, c'est la voiture, mais le capot, le moteur, enfin, j'en sais rien, tu vois. Et je dis, mais j'en sais rien, t'as qu'à juste les apprendre. Ou non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est hyper dur de rationaliser, effectivement, surtout quand c'est ta langue maternelle. Tu t'as pas grandi en te posant des questions, ou quand il me dit, mais pourquoi on dit comme ça, on conjugue comme ça, mais là, on le fait pas. Je sais pas, c'est encore une exception qu'il faut que tu saches. Ouais, ça c'est vachement frustrant pour les non-francophones. Mais même pour nous, hein. Oui, ouais. Clairement, hein. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté en français de beaucoup de règles, mais beaucoup d'exceptions à la règle. Donc c'est assez clair. Frustrant. Presque plus d'exceptions que de règles. Ouais, parfois c'est vraiment dur. Et c'est vrai que quand on apprend une langue, je sais pas si toi ça t'est passé avec
si ça t'est arrivé avec l'anglais, mais on demande, voilà, on pose des questions aux autres et puis aux gens qui parlent la langue, dont c'est la langue maternelle, et en fait, ils n'ont pas la réponse. Et moi, j'ai eu la chance que ma belle-mère soit une ancienne prof, soit une ancienne maîtresse, institutrice, voilà, Trop bien. à l'école. Et en fait, donc, le jour où j'ai posé cette question, alors pourquoi on dit t'es mia et pas t'es mava, mon compagnon et mon beau-père font la réponse que tu fais à ton mari. Oh, bon, je sais pas, c'est comme ça, ça arrive. Et là, ma belle-mère explose de rire. Elle dit, mais vous rigolez, il y a des règles en espagnol, en fait. C'est pratique. Et là, donc, elle m'explique, etc., la question des groupes de verbes. Et en plus, bon, il se trouve que c'est assez facile parce qu'en français, on a des groupes de verbes aussi. Donc, c'était assez facile pour moi de le comprendre. Mais ça fait partie de ces anecdotes, de ces petits moments qui m'ont poussée à créer mon podcast. Parce que je me suis dit, en fait, quand on pose des questions, quand on apprend une langue, si on pose des questions voilà, aux gens dont c'est la langue maternelle, peut-être qu'on aura une réponse et ça va peut-être être développé, ça peut être super intéressant, mais parfois, non, non, je sais pas, t'as qu'à l'apprendre, ça s'apprend par cœur, c'est comme ça. Et voilà, et je me suis dit, moi j'ai envie de proposer une réponse aux gens qui se posent des questions C'est hyper et ça ne précieux. me quitte pas, cette envie. Ouais, tu l'as lancé quand, du coup, ton podcast? Et bien, je l'ai lancé en 2020, fin 2020. Non, bravo, trop Ouais, bien. merci. French Expat, ça existe depuis quand? Depuis l'automne 2019, donc on va fêter nos 6 ans à l'automne. Ouais, Ouais, waouh. ouais. Ah, c'est Non, chouette. c'est trop bien, c'est génial. Mais je trouve que c'est hyper précieux, effectivement, cette nécessité d'avoir... l'accessibilité en fait de cette ressource, avoir accès à cette ressource d'une source fiable en complément de l'immersion. Ça va pas empêcher le fait qu'il faut qu'on aille parler avec des natifs, etc. Mais je trouve ton podcast vachement intéressant pour ça. Donc, je sais qu'il y a des Américains qui écoutent French Expat et qui me demandent régulièrement si on peut avoir les transcriptions de tous les épisodes. Malheureusement, j'ai pas les ressources pour le faire. Mais du coup, je pense qu'ils seront intéressés aussi par ton travail. Et puis, il y a un truc, je trouve, au-delà de la langue, au-delà donc de ces règles aussi, c'est les jeux de mots, les références qui s'apprennent pas dans le dictionnaire forcément. Enfin, tu vois, euh, moi, je te le disais tout à l'heure en introduction, j'ai longtemps été frustrée. Je me trouve très drôle en français. Bon, peut-être que je le suis pas, mais en tout cas, j'ai l'impression de l'être. En tout cas, on Mais rigole pas bien vraiment dans tes en épisodes de anglais. podcast. C'est gentil. Mais tu vois, je le suis pas trop en anglais. D'abord, je pense qu'il y a un registre de l'humour qui est différent en fonction des cultures, pas seulement des langues, mais en fonction des cultures. L'humour américain, alors forcément, c'est des généralités, on trouvera toujours des contre-exemples, mais est plus direct, plus cash, plus trash même parfois, hein, Ah on va être ouais. honnête. Ouais. Enfin, je sais pas, des fois, l'humour pipi caca prout est très drôle aux États-Unis et c'est pas forcément le cas, tu vois, dans la culture française. Et moi, je me rends compte que mon sens de l'humour est plus second degré. J'en ai déjà parlé dans le podcast, tu vois, je te montre mon petit écriteau qui dit I speak fluent sarcasm. C'était des collègues qui m'avaient, donc je parle couramment le sarcasme, c'est des collègues qui m'avaient offert ça quand je bossais en entreprise avant de faire ce que je fais aujourd'hui, parce que pour eux, ils avaient besoin d'un décodeur en fait pour comprendre que je suis pas méchante, en fait, je fais une blague. Mais c'est un registre différent et ils sont pas habitués à ça. Et je trouve que c'est une certaine frustration en fait aussi. Du coup, tu vois, je trouve de réussir à être soi-même dans une autre langue. Pour moi, j'aime rigoler, ça passe par l'humour. Et c'est une vraie adaptation pour comprendre en fait ce qui fait rire les gens avec les bonnes références, avec le bon timing et puis avec les mêmes codes en fait, tout simplement. Oui, oui, au-delà des mots qu'on va utiliser et du fait de savoir dire ce qu'on a en tête, effectivement, ça peut un peu tomber à plat, comme on Complètement. dit, quoi. Ça, les gens, ils se regardent genre, mais qu'est-ce qu'elle veut? Ah ouais, non, non, complètement. Et en plus, dans ce que tu dis, il y a vraiment beaucoup de choses. Effectivement, il y a le type d'humour qu'on a, comme tu dis, en France, ça va être assez sarcastique, un peu cassant, méchant.
Et pour certaines personnes Mais qui je suis viennent pas d'autres méchante, cultures, mais oui. exactement, Ouais. mais Ça paraît agressif. Non, mais c'est clair. exactement, ouais, ça on peut oser le mot, effectivement, ça peut paraître agressif si on n'a pas le décodeur. Donc il y a effectivement ça. Moi, je vois bien effectivement par rapport à l'Espagne, par rapport à l'espagnol, on va dire surtout, on va dire l'espagnol d'Espagne, on va plutôt rire avec. Alors que en français, on va rire un peu de la personne, on va rire un peu contre la personne de temps en temps. C'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Mais je suis pas sûre que ce soit mon sens de l'humour. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Non, Les mais filles c'est qui une sont obligées de se tendance. justifier, tu sais. Mais non, mais t'as complètement raison. Et je pense qu'on a toutes les deux un gros avantage dans la culture qu'on est venu vivre, toi en Espagne, moi aux États-Unis, c'est qu'on a un conjoint qui est local de l'étape, si je puis dire, et qui peut servir de décodeur. Moi, je me souviens, tu vois, d'un truc, les textos, donc les SMS, c'est on va te répondre, je sais pas, OK, point. Oh, et moi, les premières fois, j'étais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi ils sont super énervés comme ça? Mais, et puis, je parlais à mon mari, il était, bah non, ils t'ont répondu, OK, enfin, move on, quoi, le next. Et moi, en fait, je prenais ça comme une agression parce que, je sais pas, je fleuris mon truc, je mets une petite formule sympa, je mets des fois un petit emoji, je mets un truc. Et c'est vraiment des codes, en fait, que ce soit pour comprendre les références de l'humour, comprendre des choses avec lesquelles j'ai pas grandi, tu vois, de la pop culture, ou des codes de communication comme ça, où en fait, bah non, on va droit au but, le message est passé, point, on passe à autre chose, quoi. Et je trouve qu'avoir ce décodeur, entre guillemets, il m'en voudra pas que je l'appelle comme ça, bah c'est hyper précieux, en fait, on gagne un temps fou, et sans perdre trop confiance en soi aussi, quoi. Oui, 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 complètement. Et puis ça nous permet de faire des bourdes, de faire des gaffes, c'est-à-dire voilà, de faire quelque chose qui n'est pas Dans un adapté. safe space. Exactement, avec quelqu'un avec qui on est en confiance. Cette question comme tu as dit, j'ai bien aimé ton image, tu fleuris ton discours, en français, on va utiliser beaucoup de termes, de faire des phrases qui vont être longues, un peu complexes, et qui vont enrober le message principal. Ça, c'est vraiment une grosse caractéristique de la langue française et de la culture française. Ah ouais? Ici, c'est Ouais. ouais. Et c'est marrant parce que en Espagne, il aurait pu t'arriver la même chose en Espagne. Moi, j'ai ressenti ça aussi beaucoup, ce côté, mais pourquoi les Espagnols sont aussi secs, aussi francs, Ouais, directs? ça paraît comme ça, ouais. Exactement. Et on le vit comme une agression, nous, en tant que francophones. Donc, auditorice, voilà, surtout fais attention, effectivement, quand tu échanges avec des Français, des Françaises, à donner de la rondeur un petit peu à l'échange, parce que ça fait partie des codes culturels. Donc, il y a beaucoup ce qui se passe aussi beaucoup, je pense, entre la culture anglo-saxonne, américaine et la culture française, c'est que en France, on appelle ça une culture à fort contexte, high context. Ah ouais, Par d'accord. rapport à low context aux États-Unis, par exemple, mais aussi Ah aux ouais, ça fait carrément Pays-Bas, sens. Ouais. en Belgique, ça peut arriver aussi, voilà, sur d'autres, même dans des cultures européennes, et où en France, en fait, on va mettre beaucoup de mots pour passer un message. Finalement, on va avoir besoin de beaucoup de mots, mettre beaucoup de rondeur. Et on apprend, en fait, en tant que francophone, à décrypter ce qu'il y a derrière tous ces mots pour comprendre le message principal. Et ça, ça peut être assez choquant pour des personnes qui viennent d'autres cultures. C'est ça. Voilà. Et c'est ce qui t'arrivait, toi, dans l'autre sens. Ah ouais, non mais complètement, complètement. Et alors, tu me parlais un peu anglais, tu nous disais que tu parlais italien avant. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, tu vois, je te le disais, j'ai fait LV1, donc langue vivante 1, c'est-à-dire la première langue étrangère que j'ai apprise à l'école, c'était l'allemand. J'avais un très bon niveau d'allemand. Et puis, je suis partie aux États-Unis et comme je te le disais, j'ai galéré, je comprenais rien. Et puis, un jour, ça s'est débloqué. Et en fait, c'est comme si dans mon cerveau, il y avait 2 cases, tu vois. La case langue maternelle français et la case langue étrangère. Et je suis incapable maintenant
de parler allemand. C'est hyper frustrant, tu vois. Et je sais pas, toi, du coup, comment est-ce que t'as navigué ça? Est-ce que t'as senti, en fait, cette perte un petit peu à mesure que t'apprenais l'espagnol, ou est-ce que t'as réussi à maintenir à niveau un peu tout ce que t'avais appris? Ah non, totalement. C'est vraiment la même expérience et pour connaître beaucoup de nos francophones, voilà, qui vivent entre plusieurs langues, bah, au bout d'un moment, si on est en immersion, bah, la langue du pays va vraiment dominer un peu tout. Et moi, il m'est arrivé la même chose en italien. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une langue que j'affectionne, qui est vraiment une langue de cœur pour moi, l'italien, que je trouve belle. Et donc, c'est super douloureux d'avoir perdu l'italien. Exactement. Comme une rupture. Ouais, 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 complètement, quoi. Donc, ouais, ouais, ça, il m'est arrivé vraiment la même chose et je sens que j'ai vraiment du mal. J'ai une amie qui, elle, est espagnole, mais qui a vécu en Italie pendant longtemps, qui me propose très régulièrement de parler italien avec elle, etc. Et en fait, pour moi, c'est quasi impossible parce que j'ai honte. Enfin, clairement, il y a cette Ah ouais, t'arrives honte. plus à te lancer? Ouais, 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 c'est, une honte de chercher autant mes mots, en italien, donc c'est même pas la peur de Faut que faire t'ailles au des bar erreurs. de l'aéroport de New York boire un coup. C'est clair! Ça va te... Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu. Mais quand tu perds, en fait, tu vois, cette capacité que tu avais à t'exprimer dans une autre langue. Alors, j'ose croire que c'est une perte temporaire, mais moi, ça fait 17 ans que je suis aux États-Unis, donc j'ai un peu lâché l'affaire. Mais tu as un peu l'impression de perdre une partie de toi. Tu vois, toi, tu disais l'italien, c'est ta langue de cœur aussi. Moi, l'allemand, j'ai une partie de ma famille qui vit en Allemagne. Ma marraine est allemande, etc. Et c'est une... En fait, elle me parle anglais, tu vois, maintenant, parce qu'elle me dit non, mais c'est bon, t'inquiète. Et c'est ouais, un peu une partie de toi, quoi, je trouve, dont faut réussir un peu à faire le deuil. C'est difficile, quoi, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, chacun et chacune, on va choisir, la réaction face à ça et toi, bah, voilà, si tu as accepté le fait que, bah, l'allemand, c'est plus, ça fait moins partie de ton identité, bah, tu as utilisé cette expression de faire le deuil. Donc c'est le moment où quand, je le dis pour les non francophones qui nous écoutent, faire le deuil, c'est quand on a une personne, qui est décédée, qui est morte, et donc on doit réussir à accepter cette mort, cette perte, pour continuer à vivre. Et il faut savoir que le cerveau est un outil merveilleux et que l'allemand est toujours là pour toi. Donc, certes, tu le parles plus voilà, de manière courante, fluide, tu n'as plus ce sentiment d'être à l'aise et vraiment confortable dans cette langue, mais en fait, elle est quand même là. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand je suis arrivée en Espagne. Je suis allée travailler dans un coworking et il y avait pas mal de nomades digitaux, donc des personnes qui parlaient d'autres langues que l'espagnol. Il y avait des Français, des Françaises et bah, aussi la langue commune, ça pouvait être l'anglais. Et en fait, comme toi, j'ai ressenti cette perte de l'anglais. Il y avait aussi une Italienne, par exemple. D'ailleurs, je suis en train de me dire: «Impossible de parler italien avec elle». Donc voilà, ça c'était dur, voilà. Mais quand même, j'ai réussi en fait à retrouver mon anglais. C'est-à-dire que les premiers échanges en anglais avec les autres, ont été laborieux. C'était vraiment, difficile et j'avais, des mots, qui me venaient en espagnol du genre, je voulais dire printemps, qui est quand même, un mot assez simple et impossible de retrouver, le mot. J'avais que primavera, j'avais pas spring, c'était impossible. Alors qu'il faut quand même le dire que ma mère était prof d'anglais et j'ai appris l'anglais toute petite. Donc Ah oui, d'accord. comme toi, c'était quand même une langue qui faisait vraiment partie de moi, de mon identité, et cetera. Mais voilà, cette langue, elle a fini quand même par exister à nouveau, et Il faut alors pas se résigner. ouais, c'est ça. Pas au même niveau que l'espagnol, mais clairement, c'est revenu Elle coexiste. et Ouais. vraiment si jamais tu voulais apprendre, enfin pas apprendre justement, mais si jamais tu voulais retrouver, ton allemand en fait, bah, moi, tu vois, je t'inviterais à faire des connexions entre l'anglais qui est devenu ta langue forte et l'allemand qui est là en sommeil et en fait à toujours comparer, essayer
de voir ce qui est commun entre ces deux langues. Mais en plus, c'est des langues qui se ressemblent beaucoup plus qu'on le pense. Au début où j'étais là, je comparais vachement, puis j'étais mais c'est dingue en fait. C'est des langues germaniques et il y a beaucoup de racines qui sont similaires. Mais je pense que je m'y remettrai quand je rentrerai en Europe, tu vois. La proximité me permettra aussi d'aller pratiquer plus facilement et voilà quoi. Et puis quand tu auras peut-être besoin ou voilà une motivation très forte, et toi tu sentiras à quel moment tu auras envie de le faire. Faut pas se forcer non plus. Et c'est un peu comme pour moi l'italien. Voilà. Puis en même temps, il faut aussi être fier du fait qu'on utilise une nouvelle langue et qu'on a réussi à se sentir nous-mêmes dans une nouvelle langue. Voilà, moi je le disais tout à l'heure, pour travailler, etc. Je sais que quand j'ai essayé de faire du networking en espagnol, pour moi c'était assez fort C'est un challenge. de me sentir voilà, forte. Et c'était une nouvelle utilisation vraiment de l'espagnol et j'ai appris des choses aussi sur moi grâce à ça. Est-ce que ça fait écho à des trucs que tu as pu vivre peut-être avec ta famille? Tu as quand même construit une famille dans une autre langue, dans un autre pays. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que je pense que je me suis toujours sentie comme une Française aux États-Unis, même si j'ai les 2 passeports et que je suis franco-américaine aujourd'hui. Mais quand je suis devenue maman, je sais pas, c'est comme si mes racines françaises étaient revenues, si tu veux, encore plus fort parce que pour moi, c'était je veux absolument. J'étais pas en mode à me dire il faut que mon enfant soit bilingue, machin. C'était je veux que cet enfant il puisse avoir des racines vraiment en fait et françaises et américaines. Son papa est américain, d'origine américaine en tout cas parce que moi aussi je suis américaine. Et je veux qu'il puisse. On l'a dit à plusieurs reprises, il y a la langue, c'était super important qu'il puisse communiquer avec sa famille en France, tisser des liens forts avec ses cousins, cousines, ses oncles et tantes, ses grands-parents. Mais aussi, on le disait, je sais pas, la gastronomie est une part importante de la culture française. Il y a des traditions, j'en sais rien, que ce soit la galette des rois au mois de janvier, la chandeleur au mois de février. Je suis originaire de Bretagne, c'est très important. Mais enfin, tu vois, je veux dire, alors il y a toujours un débat sur aux États-Unis, c'est une fée qui vient chercher les dents qui tombent, tu sais, quand on perd les dents. Et en France, c'est la petite souris. Alors, il a perdu une dent quand on était en France, donc il était donc du coup là ça va être une petite souris qui va venir chercher parce que c'est une petite souris en France et c'est bon bref c'était marrant. C'est génial comme il réussissait à naviguer en fait entre les deux repères et c'était vachement. Parce qu'il aurait pu se dire bon en fait vous me racontez n'importe quoi, c'est n'importe quoi votre histoire, mais non il est encore petit donc ça va. Je trouve que ça amène un point important. En fait, 2 choses. Depuis qu'il a commencé l'école, mon fils qui a 6 ans me parle de plus en plus anglais. Et il y a des fois où on se retrouve juste tous les deux. Et je lui dis, mais Félix, pourquoi on se parle anglais en fait ? Enfin, notre langue à tous les deux, c'est le français. Et c'est dur parce que moi, je lui parle français. À force qu'il me réponde en anglais, je finis par switcher et lui parler en anglais aussi, tu vois. Donc, c'est dur. Et puis, en même temps, je me dis, on a énormément de chance parce qu'on passe du temps en France tous les ans. Et en fait, je vois que son français, il part pas, en fait. Il m'entend. Il y a quelques règles, genre s'il veut regarder des dessins animés, on essaye d'en regarder en français. Pour que l'oreille continue, on fait des FaceTime avec ma famille très souvent. Donc, on parle en français. Et il sait, par exemple, que mes parents parlent anglais. Des fois, mon père a essayé de lui parler en anglais. Et il le regarde, il le ramène en français, quoi. C'est non, t'es mon grand-papa, tu parles français, c'est comme ça. Et donc, je dirais, en fait, ça m'a permis de redescendre en pression. Tu vois, la pression de se dire, il faut absolument que son français soit bon. Là, en ce moment, j'ai une vraie question. Il apprend à lire à l'école. Et c'est à quel moment je lui apprends à lire en français, tu vois ? Parce que je me dis, est-ce que je lui apprends maintenant ? Mais en même temps, il risque de confondre. Parce que, par exemple, en anglais, un truc tout bête, on prononce toutes les lettres. En français, non. Par exemple, je sais pas, le mot qui me vient à l'esprit, c'est tellement. Si tu le lis à l'anglais, c'est telement. Ouais, tu vois. Et comment est-ce que tu expliques toutes ces choses-là ? C'est pas comme mon mari où je lui dis apprends l'exception. Mon mari, il a 40 ans, c'est différent. Mon fils, il a 6 ans. Et à me regarder, il me dire non, mais c'est beaucoup trop compliqué ta langue, next, quoi. En même temps, il est plus vierge
d'idées préconçues et de stéréotypes. Et c'est ça qui est quand même assez merveilleux quand tu transmets une langue à un enfant, donc jeune, c'est que finalement, tout ce que tu vas transmettre devient une norme. Et il n'y a pas forcément de normes préétablies, alors qu'avec les adultes, en fait, on a nos habitudes, on a nos repères, etc. Et ça peut être quand même très difficile d'apprendre une langue quand on est adulte, alors que finalement, les enfants, ils ont une capacité d'absorption, à absorber la langue qui est assez forte. Complètement. Et il a l'air de super bien naviguer entre les langues, ton gamin. Donc, Et en fait, j'ai une chance inouïe, c'est que mon mari a appris le français quand on s'est rencontrés, et donc il parle français aussi à la maison. Et du coup, notre langage de fonctionnement au quotidien avec mon mari est plutôt l'anglais, mais tu vois, genre une fois par semaine, on a un dîner en français à la maison. Alors des fois. Avant, je me disais, bon, allez, vas-y, je cuisine français et on parle culture française et machin. Et bon, la réalité fait que des fois, c'est juste des trucs très simples et c'est pas grave. Mais c'est un repas où on essaye de ne parler que français tous les trois. Et où on se force, tu vois. Et c'est difficile. Mais le fait que mon mari ait appris le français, ça permet que ce soit un projet familial, en fait. Tu vois, qu'on puisse se partager entre les deux langues. Et le deuxième point que je voulais aborder là-dessus, en fait, quand on vit à l'étranger, on a tendance à se dire, je sais pas, le nombre de gens que j'ai interviewés, tu vois, qui partent à l'étranger et qui disent, mais je suis pas partie à l'autre bout du monde pour passer ma vie avec des Français. Carrément, je suis d'accord. Sauf que quand tu t'installes de manière pérenne, c'est long, tu vois, je te disais, moi, ça fait 17 ans que je suis aux États-Unis, et connaître des Français. Alors, je fréquente pas forcément des Français tous les jours au quotidien, mais pouvoir, je sais pas, se rejoindre, pour l'exemple de la galette des rois, de la chasse aux œufs pour Pâques ou des choses comme ça, et ça permet, je trouve, de faire vivre nos racines au quotidien et que ce soit pas juste un truc qu'on vit de loin en se disant les cousins ils font ça en France et nous on le fera la prochaine fois qu'on sera en France. Tu vois ce que je veux dire ? Le fait de pouvoir intégrer ces racines d'où on vient, c'est pas une honte qu'on soit français, qu'on vienne de n'importe où dans le monde. On vient avec un vécu, avec des racines, et je trouve que c'est une chance de pouvoir continuer à faire vivre en fait cette culture d'où on vient, quoi. Et je trouve que c'est du coup un vecteur de transmission intéressant pour nos enfants, quoi. Ouais, et puis... Voilà, excuse-moi, c'était une très longue explication. Non, mais je trouve ça hyper intéressant et je te rejoins sur le fait que parfois on a besoin d'une reconnexion avec son pays, avec sa culture, ses codes, ses valeurs, ses moments festifs. Et ça, encore une fois, chacune va le vivre à sa façon. Mais j'ai vraiment envie de dire que si on en a besoin à un moment, il ne faut pas se priver pour le faire, parce qu'en plus, ça peut très bien évoluer dans le temps. Peut-être qu'il y a des moments où on va complètement se couper de notre culture d'origine, et puis d'autres, on va avoir besoin de s'y reconnecter, et c'est important d'être à l'écoute de ça, et de pas se juger, à se dire « Ah ben non, j'ai pas voulu faire ça, c'est pas pour ça que je suis là, etc. » Voilà, ça va, ça vient, ce genre de choses. Exactement. Et c'est important. Et il faut accueillir ça avec bienveillance, complètement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, en plus, je trouve que quand même, ça sert le fait que tu reconnectes avec ta culture française, que tu la fasses vivre dans ta famille, dans ta communauté au sens large, avec les Français, les Françaises que tu connais. Moi, je trouve que ça sert quand même le dialogue interculturel, le fait de connaître d'autres cultures, de faire Comment ça se connaître passe ailleurs ? la culture française. Moi, honnêtement, j'ai envie de dire, j'en ai rien à faire de faire connaître la culture française. La culture française, elle m'intéresse pas en elle-même. Ce qui m'intéresse, c'est simplement de faire comprendre que sur la planète, on est différents. Il y a plein de choses qui existent. Et plus on connaît d'autres cultures, plus on se décentre, plus on comprend que d'autres peuvent être différents, plus on s'accepte. Et mieux on vit ensemble. Absolument. Mais c'est une très jolie conclusion, ça, Alice. C'était pas fait. On a besoin. Ouais, mais on a besoin, je trouve, de rappeler ces messages. Voilà, on vit ensemble,
on partage la planète. On parle peut-être pas tous la même langue, mais on a quand même beaucoup d'envies communes. Voilà, pour vivre en harmonie, quoi. C'est chouette. Ouais. Et autant, je pense qu'effectivement, il y a plein de personnes qui partent pas à l'autre bout du monde pour rester dans leur communauté, etc. Mais je pense que c'est quelque chose que tous les expats, les immigrés, tous les gens qui bougent sur cette planète partagent quand même une certaine curiosité pour le pays et la culture où elles arrivent. On a parlé un petit peu de ton podcast, Moi-même en français. Il est dispo sur toutes les plateformes de podcast ? Oui, ouais. Ok. Cet épisode, en fait, va sortir à la fois sur ton podcast et sur French Expat. Donc, je te demande pour que les auditeuristes de French Expat puissent te retrouver facilement. C'est des formats qui sont relativement courts, hein, c'est ça ? Alors, ça dépend. Il y a plusieurs formats. Il y a plusieurs formats, c'est vrai. Donc, il y a un format court. Finalement, c'est celui qui est à l'origine du podcast et dont j'ai un peu parlé tout à l'heure quand je disais que je voulais répondre aux questions des non-francophones. Donc, il y a ce format court qui s'appelle Allo Aliae, qui était avec cette jolie... tous ces L, moi, ça me plaisait beaucoup à l'oreille. Grave. Allo Aliae, mais qui n'est pas facile à dire pour les non-francophones. Et pas fait... Ouais, non, c'est clair. Donc, voilà, des épisodes où je vais répondre aux questions sur la langue, mais aussi sur la culture française, parce qu'on l'a vu, c'est très connecté. Donc, voilà. Donc, ce sont des formats plutôt courts pour ces questions-réponses, mais aussi il y a des épisodes d'entretien, donc un peu comme on vient de le faire, où il va y avoir du partage, de l'échange, de la curiosité, voilà, donc où moi je vais interviewer un ou une non francophone qui a fait ce voyage, ce journey, j'adore ce mot en anglais du journey, qu'on n'a pas en français, mais voilà, ce voyage en français, et donc qui partagent leurs difficultés, leurs victoires, ce qui les a aidés, et l'objectif c'est d'inspirer les non-francophones qui écoutent. Sans pression. Ouais, exactement, et à trouver leurs propres réponses. C'est vrai que j'ai des épisodes où je donne des réponses, mais je sais aussi que c'est très important de trouver ses propres réponses quand on est dans un cheminement pour se trouver en tant que personne et pour se construire une identité. Donc voilà, donc l'objectif c'est vraiment que chacun et chacune trouve ses réponses. Et puis j'ai aussi des épisodes où j'interviewe des experts et des expertes sur des sujets qui sont en lien avec l'apprentissage du français, l'expatriation, la mobilité, etc., l'apprentissage, parce que voilà, quand on apprend une langue, il ne faut pas oublier qu'il y a tout le processus d'apprentissage en lui-même qui est à explorer aussi. Donc voilà. Donc, tous les auditeuristes, tous les auditeuristes de French Expat, bienvenue sur Moi-même en français. Vous êtes chez vous aussi. Eh ben, génial. Et donc French Expat aussi, on peut retrouver French Expat sur toutes les plateformes, sur toutes les applications de podcast. Ouais, absolument. Vous avez... je pense que d'ici à ce que cet épisode soit sorti, on sera pas loin de 370 épisodes. Il y a une grande majorité d'interviews, donc de Français ou de francophones. Il n'y a pas que des Français qui sont partis hors de France, parfois qui sont revenus et qui nous parlent, en fait, on parle des défis, des attentes, de la comparaison entre les attentes et la réalité, de pans de vie. C'est un podcast que j'espère, en tout cas, mon objectif principal, c'est de susciter des émotions, que ce soit de manière inspirante, de manière rigolote, de manière parfois très émouvante. Mais voilà. Et puis, il y a quelques documentaires, quelques mini-séries. C'est quelque chose un format qui me prend beaucoup de temps, donc que je peux pas toujours, que je peux pas en faire autant que je voudrais. Mais notamment, peut-être qu'il y a une série qui pourrait intéresser tes auditeurs, qui est comment est-ce qu'on apprend le français à l'école. Je suis allée faire 3 journées d'immersion dans 3 types d'écoles différents aux États-Unis pour comprendre en fait comment que ce soit
l'apprentissage du français, puis après le maintien du français en fait chez nos enfants. Donc dans une école bilingue, dans une école française à l'étranger et dans une école qui fait un renforcement, qui est parti en fait d'un groupe du soir de parents qui n'avaient pas forcément les moyens en fait d'envoyer leurs enfants dans des écoles internationales qui peuvent être très chères et qui en fait ont monté une école autour de toute leur pédagogie. Et donc voilà, c'est une idée après. Ouais, super. Effectivement, merci beaucoup parce que là, toutes les personnes, tous les non-francophones qui nous écoutent, je sais qu'il y en a qui vont se poser cette question de transmettre le français parce que c'est une langue qu'ils aiment. Donc, transmettre le français à leurs enfants ou alors, pour aussi, je sais qu'il y a parmi les auditrices, des personnes qui sont en couple mixte, comme toutes les deux, où on navigue entre plusieurs langues, plusieurs cultures, et donc c'est intéressant de voir comment on transmet de manière académique, scolaire, le français. Il y a vraiment il y a des vraies différences au niveau de l'éducation entre les cultures. Donc, effectivement, ça doit être assez passionnant. Et j'invite effectivement toutes les personnes à écouter tous tes épisodes sur French Expat parce que ça permet vraiment de réfléchir sur nos expériences. Enfin, moi, c'est ça quand j'écoute tes épisodes. Je réfléchis à mon expérience, ce que ça évoque chez moi, les réflexions des autres personnes. Et puis, en plus, t'as aussi pas mal d'épisodes avec des non-francophones qui partagent aussi leur parcours. Leur expérience que c'est de partir en France pour beaucoup. Effectivement, ouais. Et j'avoue, moi, c'est mon petit péché mignon, c'est d'écouter les non-francophones. Il y a vraiment des très beaux épisodes. Je pense que je ferai une publication sur LinkedIn pour justement identifier bien les épisodes qui peuvent intéresser encore plus l'audience de Moi-même en français. Trop bien. Écoute, Alice, je te dis un grand merci. C'était super chouette d'échanger avec toi. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, parce qu'on parle. On espère que ces anecdotes vous auront parlé. On serait curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir interagir avec nous, que ce soit sur Spotify. Si vous nous écoutez là, vous pouvez laisser des petits commentaires directement dans l'application ou sur, tu parlais de LinkedIn ou moi je suis plus active sur Instagram. On sera ravis de vous lire et d'échanger avec vous sur cet épisode. Ah ouais, et puis on veut aussi vos anecdotes croustillantes, les petites anecdotes comme ça ou comme on vous a raconté, c'est sûr que vous en avez. Et, moi, j'adorerais les lire parce que je suis curieuse. Voilà. Moi aussi. Un très grand merci aussi à toi, Anne-Fleur, et à la prochaine. À bientôt.